Collège du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans son cours consacré aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, cours qui prolonge celui de l'an dernier, Pierre-Étienne Ville a rappelé hier matin les conditions qui font de la reconstruction d'un ancien canal, le Tinrui, situé dans la région du Shenxi, un élément symptomatique des conditions dans lesquelles se débattait la Chine entre la fin du régime impérial et la Première Guerre mondiale. En effet, tous les ingrédients d'une période de troubles intenses sont concentrés autour de cette reconstruction. Guerre civile fomentée et conduite par les seigneurs de la guerre, montée en puissance de la caste des ingénieurs chinois qui avaient fait des études en Europe et avaient des idées très réformatrices, montée en puissance également des associations philanthropiques chinoises mais surtout étrangères et notamment américaines, comme la CIFRC qui luttait contre la famine en Chine et avait également à sa disposition des ingénieurs très qualifiés. Ainsi, ce cours permet-il à Pierre-Étienne Ville de croiser plusieurs histoires. L'histoire politico-militaire, mais aussi celle des techniques, des associations humanitaires et bien sûr de parler des hommes en présence, car dans ces périodes troublées, et quels que soient les partis pris, les hommes qui en sont les protagonistes sont rarement des médiocres. Mais les hommes de cette histoire, celle qui prend comme fil conducteur la reconstruction du canal Tinrui dans la province du Tianxi, sont devenus légendaires et, comme on le sait, la réalité dépasse bien souvent la fiction. C'est pourquoi Pierre-Étienne Ville a pris, parmi les sources qui sont à l'origine de ce travail, certains récits chinois d'aujourd'hui qui racontent en quelque sorte les légendes dorées des grands hommes d'avant la période proprement dite révolutionnaire. Parmi ces héros de légende, l'ingénieur chinois Li Zhe, qui est en effet au centre de la reconstruction du canal Tinrui et sur lequel ces récits légendaires toujours un peu figeants et homogènes sont bien inférieurs à la complexité et aux qualités réelles du personnage. On trouve dans les œuvres publiées de Li Zhe un texte extrêmement solennel adressé cette année 1927 aux nouvelles autorités de Xi'an sous la forme d'une requête rédigée un peu dans le style des mémoires des fonctionnaires de l'ancien temps, donc un texte très formel dans lequel il évoque la situation catastrophique des habitants de la province et exprime avec véhémence son inquiétude lorsqu'il constate que les politiques se préoccupent d'abord de vaincre militairement et beaucoup moins d'accroître la productivité de la nation et de diminuer les souffrances du peuple. Ces remarques valent pour toute la Chine. Or, si l'on continue ainsi, affirme-t-il, et il espère évidemment que c'est un argument qui peut toucher ses interlocuteurs, si on continue ainsi, les gens vont perdre toute confiance dans la révolution. Et toute la fin du texte est consacrée à l'énoncé d'un projet très ambitieux de développement économique de la vallée de la Wei, qu'il soumet donc au gouvernement provincial, un projet dont la reconstruction du système hydraulique du Weibei serait en quelque sorte le moteur. Et pour en entreprendre la réalisation, il demande que les dites autorités de Xi'an dégagent dès cette année une somme de $1 million. Mais tout indique que ce plan a été purement et simplement ignoré. Je veux dire qu'il n'a même pas été discuté, contrairement au précédent. Si bien que Li Zhe, complètement dégoûté, refuse le poste de chef du bureau provincial de reconstruction, c'est-à-dire du Tiansheching, qu'on lui proposait, une sorte de direction générale des équipements ou des infrastructures dans la province, et qu'il ne tarde pas à quitter le Shanxi en faisant savoir qu'il n'y remettra plus les pieds tant qu'on ne lui donnera pas des assurances formelles sur la réalisation de ses projets. Li Zhe ne reviendra à Xi'an qu'à l'extrême fin de 1930. Et à ce moment, en effet, les conditions nécessaires pour lancer le chantier du canal Tinrui ont enfin été réunies. Les combats ont cessé et l'on peut raisonnablement espérer qu'un minimum de sécurité va être restauré dans la région. Un gouvernement provincial volontariste vient de s'installer à Xi'an, donc sous la présidence du général Yang Rucheng, que je mentionnais tout à l'heure, et le financement du projet semble assuré. Simplement, l'intervenant principal, à présent, aussi bien pour le financement que pour la maîtrise d'œuvre, c'est
la CIFRC. Si bien que, en fin de compte, l'IIJ et son bureau provincial de l'hydraulique ne seront qu'associés à la réalisation d'un projet qui, en fait, a déjà démarré au moment où l'IIJ retourne à Xi'an. Et d'un projet qui, en outre, a été sensiblement modifié, c'est-à-dire qu'il a été très réduit par rapport au plan qu'il avait mis au point quelques années plus tôt. Le bureau provincial dont il a la responsabilité est chargé de creuser le réseau de distribution de l'eau d'irrigation dans la plaine du Weibei, c'est-à-dire la partie de l'ouvrage la moins spectaculaire, techniquement parlant. Il prendra d'ailleurs beaucoup de retard dans cette tâche pour des raisons essentiellement financières, et parce que la famine redémarre aussi et qu'on ne peut plus faire travailler les gens. Cela étant, plutôt les faire payer. Cela étant, à lire les textes publiés par l'IIJ au moment des opérations, il ne semble pas avoir conçu d'amertume d'avoir été, d'une certaine manière, dépossédé de son projet, et nous savons par ailleurs qu'il entretenait les meilleures relations avec les ingénieurs de la CIFRC. Cela étant, en parlant de tout cela, j'anticipe sur l'exposé nettement plus détaillé que je vous proposerai plus tard. Et pour l'heure, et comme je l'avais annoncé, je souhaiterais consacrer quelques séances aux 3 années qui séparent l'enterrement apparemment définitif du projet du Weibei en 1927 de sa résurrection à la fin de 1930, à laquelle je viens de faire allusion. Comme nous le verrons, l'enthousiasme révolutionnaire entretenu pendant quelques mois au début de 1927 à Xi'an et dans les environs a rapidement tourné court, et ces 3 années sont une période de crise profonde au Shanxi, et en fait dans tout le nord-ouest de la Chine. De crise et même de désespérance, voire de complet nihilisme, pour toutes sortes de raisons, aussi bien sociales, politiques ou militaires, que tout simplement climatiques. C'est donc sur cet arrière-plan réellement tragique, et il ne manque pas de sources qui autorisent à user d'un tel mot, c'est sur cet arrière-plan qu'il faut comprendre le renouveau réellement frappant qu'a connu la région après 1930, dont la rénovation du système d'irrigation du Weibei a été à la fois l'expression et une des causes, ne serait-ce que par, non seulement dans le site même, mais également par l'effet d'entraînement qu'il a eu sur toute l'économie et pour la réalisation de nouveaux plans hydrauliques ailleurs dans la province. En outre, comme je l'ai déjà dit, s'attarder sur cette période 1927-1930 sera l'occasion d'abord d'examiner sous divers aspects le phénomène de la famine, tellement important dans la Chine de ces années, d'examiner aussi la façon dont en parlent les sources de l'époque, et ensuite de parler plus en détail de la philanthropie en Chine au début de la République, car celle-ci était évidemment très sollicitée pendant de tels événements. Cela étant, je ne vais pas aborder ces points avant d'être revenu, et c'est ce qui va m'occuper essentiellement aujourd'hui, avant d'être revenu sur certains aspects de l'histoire politico-militaire de la région. Le politique et le militaire ne sont évidemment pas séparables, surtout à cette époque, en remontant jusqu'à la veille de la révolution de 1911. Car le tournant de 1927 est à beaucoup d'égards la conséquence de cette histoire. En outre, celle-ci fait intervenir bon nombre de personnalités locales importantes et de connexions politiques et idéologiques que nous retrouverons jusqu'après ce tournant de 1927. Et en fait, jusqu'après cet autre tournant encore plus important qu'est l'installation définitive du régime nationaliste dans la région après 1930. J'avais déjà un peu traité de ces aspects il y a 1 an, et en particulier j'avais évoqué plusieurs personnalités de réformateurs et de révolutionnaires locaux, d'officiers, de fonctionnaires, de seigneurs de la guerre, etc., qui ont tous été mêlés de loin ou de près à l'histoire extrêmement chaotique du Shanxi depuis le début de la République. Et accessoirement, pour certains d'entre eux, tout au moins à celle à l'histoire du projet d'irrigation du Weibei. Comme je l'avais alors expliqué, beaucoup de mes informations provenaient d'une source exceptionnellement riche, encore qu'elle demande à être manipulée avec beaucoup d'esprit critique, sur laquelle je m'étais un peu étendu, et cette source, ou plutôt on pourrait dire ce thésaurus, c'est bien sûr l'immense collection des Wenshizhia, c'est-à-dire plus ou moins, enfin en tout cas littéralement les matériaux sur la culture et l'histoire, si on veut. Collection donc publiée par fascicule à Pékin et dans toutes les provinces dans les années 1960 et de nouveau dans les années 1980 après l'interruption de la révolution culturelle. Et pour le rappeler en 2 mots, le projet des Wenshizhia, lancé sous l'égide du Premier ministre Zhou Enlai
en 1960 consistait à recueillir auprès des témoins encore en vie, sous forme d'articles rédigés par eux ou avec eux, des témoignages et des souvenirs que l'on voulait aussi libres, mais en même temps aussi factuels que possible, portant sur la période républicaine, entre 1911 et 1949. L'idée était donc de concentrer cet effort de conservation de la mémoire vivante, pourrait-on dire, sur la période antérieure à la fondation de la République populaire. Et surtout, c'était de le concentrer, cet effort, sur ce qui n'était pas l'histoire du Parti communiste. Et qui plus est, de faire exclusivement appel à des témoins extérieurs à la machine politique et historiographique du parti au pouvoir. À des gens qui souvent avaient été marginalisés par le nouveau régime, ou même qui étaient considérés négativement du fait de leurs anciennes affiliations politiques ou professionnelles, ou de leurs origines sociales. Affiliation ou origine qu'en l'occurrence ils n'avaient pas essayé de racheter en se ralliant au Parti communiste. Mais néanmoins ils étaient restés en Chine. On trouve ainsi parmi les auteurs d'anciens membres du Parti nationaliste, d'anciens seigneurs de la guerre, d'anciens officiers, politiciens, hommes d'affaires, techniciens et ainsi de suite. J'ai identifié dans les Wenshi Ziliao publiés au Shanxi quelques articles et témoignages, pas excessivement nombreux à vrai dire, sur les Yizhe et sur l'histoire du projet Weiwei. Mais ils sont sans exception décevants, car non seulement je n'y ai pour ainsi dire rien appris que je n'eusse déjà trouvé ailleurs, mais encore ils sont bourrés de simplifications et bien souvent d'erreurs démontrables. Et ils sont presque toujours d'un ton très hagiographique. En ce sens, ces écrits que l'on trouve dans les Wenshi Ziliao participent pleinement de ce que j'avais appelé la légende dorée du canal Tianhui, autrement dit la version officielle de l'histoire aujourd'hui en Chine. En revanche, on trouve dans les Wenshi Ziliao une quantité de témoignages sur la politique et sur les seigneurs de la guerre au Shanxi, et bien sûr ailleurs, qui sont, eux, extraordinairement détaillés, souvent même saisissants, et qui apportent énormément à la littérature déjà publiée sur le sujet. Qui plus est, leur accumulation même permet de les recouper, d'identifier les contradictions, d'établir certains points délicats, et surtout de donner beaucoup plus de sens à cette histoire politico-militaire de prime abord totalement confuse et dont les acteurs semblent plus souvent qu'à leur tour se comporter de façon extrêmement incohérente. J'avais déjà évoqué pas mal de ces choses, mais un certain nombre de textes auxquels j'ai eu accès depuis le cours de l'année dernière, que j'ai lus entre-temps, m'ont aidé à y voir un peu plus clair. Des textes qui ne proviennent d'ailleurs pas tous des Wenshi Ziliao, mais qui appartiennent plus ou moins à la même catégorie historiographique. Il ne s'agit bien sûr pas aujourd'hui de revenir en détail sur toutes ces questions, sans quoi nous n'avancerions jamais, mais ce que je voulais malgré tout souligner, et qui m'apparaît mieux à présent, c'est que la grande majorité des acteurs qui interviennent dans les conflits politiques et militaires au Shanxi dans les années 1910 et 1920 viennent du même vivier, pourrait-on dire, en ce sens qu'ils ont tous participé aux activités des milieux progressistes et révolutionnaires qui avaient commencé de s'organiser à Xi'an et dans les sous-préfectures du Guangdong, ainsi que dans certaines régions voisines, comme l'ouest du Henan, pendant la dernière décennie de la dynastie des Qing. Presque tous ont adhéré, à partir de 1906, à la Ligue jurée, c'est-à-dire la Tongmenhui, la Ligue jurée qui était l'alliance révolutionnaire créée par Sun Yat-sen au Japon en 1905, au Japon où on était en exil. Donc tous ont adhéré dès 1906 pour les premiers à la Ligue jurée, cette alliance de partis révolutionnaires, mais les parcours ensuite ne sont pas toujours les mêmes. Ou plutôt, à ce moment-là même, les parcours ne sont pas toujours pareils. On peut en particulier identifier certaines filières qui se recoupent parfois, mais pas toujours. Et là, je pense en particulier, premièrement, aux gens qui sont allés faire des séjours d'études à Tokyo, qui était, comme chacun sait, un foyer d'agitation révolutionnaire, parmi les exilés politiques et parmi les étudiants chinois. Et deuxièmement, je pense à ceux qui avaient étudié dans les écoles militaires modernes, ouvertes par les Qing après 1900, dans la plupart des provinces, et notamment dans les différents instituts de Baoding, au sud de Pékin, qui Baoding était en fait la capitale administrative de la province du Zhejiang, c'est-à-dire de la province où se trouve Pékin, l'actuel Hebei, en particulier donc, et notamment donc dans les différents instituts de Baoding,
au sud de Pékin, qui était alors le principal centre de formation de ce qu'on appelait la nouvelle armée. Xinjun. Dans tous les cas, dès avant 1911, on trouve à conspirer ensemble au Shanxi toute une série de personnages dont les noms ne cesseront ensuite de revenir dans les affrontements dont la province est le cadre pendant les 2 premières décennies de la République. Pour ne donner qu'un seul exemple, plusieurs témoignages font mention d'une réunion secrète tenue en 1908 à la pagode de la Grande Oie, à Xi'an, un endroit très visité aujourd'hui, au cours de laquelle les 36 participants auraient fait serment d'accomplir de grandes choses, comme le dit un texte. L'un d'entre eux, c'est une incise, est un certain Dang Zexin. Je mets son nom bien que je n'en reparlerai plus. Mais parce que c'est un drôle de nom aussi. Peut-être prédestiné. Je me suis demandé si c'était pas un pseudonyme en fait. Littéralement, le parti se rénove. Mais en fait, il y a des gens qui s'appellent Dang dans la région, donc c'est peut-être un véritable nom. Donc ce Dang Zexin, dont nous savons, il faisait partie de ce groupe, et nous savons par ailleurs qu'il est le premier à avoir proposé un plan de modernisation du canal Qinghui dès 1912, et où déjà l'idée de percer un tunnel, dont j'avais parlé l'année dernière, était introduite. Un peu plus tard, la même année, les mêmes conspirateurs organisent avec des sympathisants venus de diverses provinces un pèlerinage secret sur la tombe de Huangdi, de l'empereur jaune, supposé être l'ancêtre de la nation chinoise, laquelle tombe se trouve près de Yan'an, à environ 150 km au nord de Xi'an. Et là, il prononce le serment de libérer la Chine, en 1908, donc de libérer la Chine des Mandchous et d'instaurer une république. La même année encore, le même groupe ouvre à Xi'an, d'une part, une librairie appelée Gongyi Shutu, donc la librairie de l'avantage public, si on veut. C'est des noms assez, disons, qui n'engageaient à rien, même si ces établissements étaient en fait des couvertures pour des activités révolutionnaires. Donc la librairie Gongyi Shutu, et ensuite ils établissent une école moderne qui s'appelle Tianben Xuetang. Également à Xi'an, Tianben, là aussi c'est une formule très générale, donc c'est renforcer la base. Tianben Xuetang, dont un des responsables était d'ailleurs l'oncle de Li Zhi, comme nous l'apprend l'autobiographie de ce dernier. Texte particulièrement remarquable auquel j'avais fait allusion l'an dernier. Or, si je mentionne tout cela, c'est encore une fois que ce groupe de militants de la Ligue jurée, ainsi d'ailleurs que beaucoup d'autres gens avec qui ils étaient en contact, se révèle a posteriori avoir été une pépinière de politiciens et de militaristes actifs dans la province entre 1911 et 1930 et au-delà. Et c'est que, même si leurs choix politiques ont été on ne peut plus divers, parfois même totalement divergents, ce passé révolutionnaire qu'ils avaient en partage créait certains liens, voire certaines obligations. En effet, si, au tout début de la République, tous se sont retrouvés dans la résistance aux tentatives de mise au pas du nouveau président de la République, de Yuan Shikai, et a fortiori lorsque ce dernier a voulu restaurer l'Empire, en revanche, les parcours ont commencé à s'éloigner sérieusement les uns des autres dès après la mort de Yuan Shikai en 1916, lorsqu'une bonne partie de la Chine est devenue une juxtaposition de principautés militaires plus ou moins indépendantes, et cherchant chacune à s'agrandir aux dépens des autres. Beaucoup d'anciens compagnons se retrouvent alors dans des camps opposés, des camps dont la configuration d'ailleurs ne cesse de changer, et se retrouvent à se faire la guerre. La principale ligne de fracture, c'est celle qui sépare d'un côté ceux qui restent des militants révolutionnaires dont la caractéristique commune est qu'ils restent fidèles aux idées de Sun Yat-sen, avec qui ils maintiennent d'ailleurs très souvent le contact à Shanghai, à Canton ou à Tokyo, et qui les encourage activement à créer des bases de résistance contre les seigneurs de la guerre du Nord, afin de préparer la réunification du pays sous un régime républicain légitime, qui serait son régime bien sûr. Et ces gens-là souvent sont appelés dans les sources des Mindang Zhenshu, c'est-à-dire des des militants du parti du peuple, comme ça. C'est l'expression qui Mindang ne renvoie pas nécessairement au Kuomintang d'ailleurs, c'est plus général dans cet emploi. Donc d'une part ceux-là, et d'autre part ceux qui choisissent précisément de s'allier à l'une ou l'autre des grandes factions militaristes de Chine du Nord,
en compétition pour prendre le contrôle du gouvernement de Pékin et qui attendent de telles alliances d'être confirmés comme gouverneurs militaires ici ou là, de pouvoir se tailler leur propre fief et de pouvoir le conserver. Et c'est donc exactement ce qui se passe au Shanxi. Entre 1918 et le début de 1922, comme je l'avais exposé l'an dernier, la région du Guangdong est partagée entre deux régimes en état de conflit armé permanent, dont les chefs viennent à peu près tous de ce réseau de révolutionnaires dont je parlais tout à l'heure. L'homme qui détient le pouvoir à Xi'an à ce moment, après y avoir installé son régiment en 1916 et avoir réussi à se faire nommer gouverneur militaire, est un certain Chen Shufan. Chen Shufan qui est décrit par toutes les sources comme l'exemple même du seigneur de la guerre, réactionnaire, attendez, fan... comme le type même du seigneur de la guerre, rapace, fourbe et réactionnaire, et qui a donc totalement trahi son passé de révolutionnaire. Il sera bientôt rejoint à Xi'an par un autre seigneur de la guerre, venu du Henan, celui-là, qu'il a appelé à la rescousse et qui finira par lui prendre sa place. Et c'est Liu Zhenhua dont j'avais parlé la dernière fois. Décidément. Liu Zhenhua, dont j'avais parlé la dernière fois, et c'est lui qui assiégera Xi'an quelques années plus tard. Liu Zhenhua, qui avait fait ses débuts dans des institutions d'enseignement modernes à la fin des Qing, appartenait lui aussi au réseau des révolutionnaires avant 1911, et il avait combattu les forces loyalistes mandchoues au Shanxi au moment de la Révolution. Après 1911, il s'était constitué un fief dans l'ouest du Henan, où il était à la tête de forces armées assez importantes et qui étaient constituées en majorité d'anciens brigands. Mais il n'y a pas que Chen Shufan et Liu Zhenhua. Et parmi les notables qui acceptent de servir sous l'autorité de Chen Shufan, c'est-à-dire de servir malgré les réserves qu'il leur inspire, on trouve d'anciens dirigeants de la Ligue jurée comme le père de Li Jie, connu surtout comme promoteur de l'éducation de masse dans la région et aussi comme un des inventeurs du théâtre de propagande politique en Chine. Ou encore comme un certain Guo Xizhen, dont j'avais également parlé, Guo Xizhen, qui est responsable de l'éducation à Xi'an et qui est écartelé, comme tant d'autres, entre son progressisme politique et son attachement viscéral à la culture traditionnelle. Presque tous ces gens, en effet, ont fait des études classiques et beaucoup ont encore eu le temps de se présenter aux examens mandarinaux, abolis, comme vous le savez, en 1905. Guo Xizhen, par exemple, avait pu encore acquérir le grade de licencié en 1903. Et pour quelqu'un comme lui, les attaques des étudiants contre le confucianisme au moment du mouvement du 4 mai 1919 sont un véritable drame. Et de même, d'ailleurs, en 1927, le père de Li Jie se dressera contre les étudiants activistes qui veulent faire détruire le temple de Confucius à Xi'an. Guo Xizhen, qui est un ardent partisan de la modernisation de l'irrigation dans le Shanxi, c'est lui qui avait voyagé en Allemagne avec Li Jie en 1913 et qui l'avait convaincu d'étudier l'ingénierie hydraulique. Guo Xizhen a exactement l'âge de Li Jie. Il est né en 1881 et Li Jie dans les premiers jours de 1882. Ils ont donc moins de 40 ans à l'époque dont je parle, autour de 1920. Mais contrairement à Li Jie, Guo Xizhen s'est formé politiquement dans le vivier révolutionnaire du Shanxi pendant les dernières années des Qing. Il était même devenu président de la Ligue jurée de la province en 1910 et il s'était particulièrement distingué par son leadership au moment du soulèvement de 1911 et de la pagaille complète qui avait régné dans la province pendant un certain temps. Alors que, pendant les mêmes années, Li Jie était étudiant à Pékin ou en Allemagne et que, comme il le raconte lui-même dans son autobiographie, malgré les sympathies modernistes qui lui avaient été inculquées par son père et par son oncle, personnage en vue dans les milieux progressistes au Shanxi, malgré cela, donc, il se tenait à l'écart des activités politiques et se concentrait avant tout sur son travail, avec cette idée de devenir le plus expert possible afin de mieux participer à la modernisation de son pays. Il se trouve d'ailleurs qu'en 1909,
après avoir terminé ses études à l'Institut métropolitain d'enseignement supérieur, c'est-à-dire le Tingshe Daxuetang, qui donnera naissance ensuite, je ne sais plus exactement en quelle année, à l'université de Pékin, et avant de partir pour Berlin comme boursier, Li Yizhe est revenu pour quelques vacances voir sa famille au Shanxi, et que pendant ce séjour, un des jeunes notables en pointe dans le nouveau mouvement révolutionnaire l'a emmené visiter cette école dont j'ai parlé à l'instant, c'est-à-dire le Tianmen Xuetang, cette école progressiste fondée par les responsables de la Ligue jurée à Xi'an, et où enseignait son oncle, l'oncle de Li Yizhe. Et là, on lui présente un étudiant dont on lui dit qu'il est très brillant et très prometteur, et qui n'est autre que le futur général Hu Jingyi, qui doit avoir 16 ou 17 ans à ce moment-là, dont j'avais également mentionné le nom la semaine dernière. Donc je ne réécris pas les caractères. On lui présente donc ce jeune homme, cet adolescent, en lui disant, lui, il ira loin. Et le personnage de Hu Jingyi, justement, permet d'une certaine manière de faire la transition avec la rive gauche de la rivière Wei, à ce moment dont j'étais parti, donc lorsque le Guanzhong est fracturé en deux camps opposés se faisant la guerre entre 1918 et 1922. Ce dont je viens de parler, en effet, c'était la rive droite, avec Chen Shufan et Liu Zhenhua au pouvoir à Xi'an, chacun entouré de son armée personnelle, et dans leur administration, quelques anciens révolutionnaires, comme eux, mais restés progressistes, tels que donc Guo Xizhen ou le père de Li Yizhe, ou d'autres encore. En face d'eux, juste de l'autre côté de la rivière, en fait, sur la rive gauche de la Wei, dont fait partie le périmètre d'irrigation du Weibei, nord de la Wei, en face d'eux, toute une série de districts se trouvent pendant ces années sous le contrôle d'une organisation militaire de gauche, si l'on peut dire, appelée l'Armée de pacification nationale. C'est donc la Tingotun que j'avais aussi évoquée. Littéralement une armée pour tranquilliser le pays. Tingotun. L'armée de pacification nationale, donc, qui en principe se réclame de Sun Yat-sen et de son parti révolutionnaire, lesquels, à ce moment, je le rappelle, sont à la tête d'un gouvernement dissident à l'autre bout de la Chine, dans la région de Canton. Le quartier général de la Tingotun est d'ailleurs situé dans la ville de Sanyuan, un des 3 districts du périmètre du Weibei, où sera peu après établi le bureau d'ingénierie en charge de refaire le canal Tinghui et tout le système d'irrigation. Et là, je n'ai pas ramené mon équipement, mais peut-être qu'un croquis vous permettra de resituer les choses. Donc il suffit de dessiner le fleuve jaune avec la province du Shanxi, ici, du Henan là, le Shanxi ici, et donc la rivière Wei, son affluent la Ting, le canal, le site d'irrigation du Weibei est là, Xi'an, donc la capitale, se trouve là, et donc l'endroit dont je parle, Sanyuan, est là, qui est un peu le centre administratif du Yuan du Weibei. Sanyuan, et autre sous-préfecture importante, c'est Qingyang, ici. Qingyang, bon. Et la frontière, donc le Shanxi, est de ce côté-là, et voilà. Donc, le quartier général donc, de la Tingotun est à Sanyuan, où sera peu après établi le bureau d'ingénierie, oui, qui est en charge de refaire le canal. Je disais une organisation militaire de gauche, mais en réalité, les différentes composantes, ou les différentes routes, comme on disait, qui constituent l'armée de pacification nationale, sont on ne peut plus hétérogènes, à part le fait que leurs chefs sont tous natifs de la région. On y trouve aussi bien, parmi ces chefs, d'anciens bandits, que des aventuriers entrés dans l'armée et prêts à se rallier aux plus offrants, puisque leur problème c'était toujours de trouver des financements et des armes pour leurs troupes qui leur étaient personnellement attachées, que des officiers de formation qui ont rompu avec leur supérieur Chen Shufan, soit à la suite de disputes, soit pour des raisons politiques, et c'est le cas justement de Hu Jingyi, ou enfin
que d'authentiques militants sunyatsénistes. Et tel est justement le cas du chef suprême de la Tingotun pendant la plus grande partie de son existence, un notable de Sanuan, ancien condisciple de Li Yizhe dans les années 1890, qui peut se prévaloir d'un passé glorieux de résistance au Qing et à Yuan Shikai, même s'il n'a jamais été, lui, dans aucune armée, c'était pas un militaire, et qui est devenu un proche de Sun Yat-sen pendant les longues années où il a été contraint d'aller se réfugier à Shanghai ou à Tokyo. Un personnage qui acquérera une dimension nationale par la suite, et que nous retrouverons au moment de la grande famine de 1929 et 1930, alors qu'il est devenu un hiérarque du parti nationaliste et que tout le monde le supplie de faire quelque chose pour aider sa province natale. Et je veux donc parler de Yu Yozhen, né en 1879 et mort en 1964 ou 6. 4. Yu Yozhen. Non, excusez-moi, c'est pas ce yo, faut enlever ça. Je disais tout à l'heure que la plupart des protagonistes de l'histoire politico-militaire du Shanxi, pendant les 25 premières années de la République, étaient issus du même milieu de révolutionnaires anti-mandchous actifs à la fin de la dynastie des Qing, et que, s'ils avaient ensuite divergé, et parfois considérablement, dans leurs choix politiques, jusqu'à se livrer parfois une guerre sans merci, ils n'en conservaient pas moins certains liens et la possibilité de se retrouver dans le même camp si la situation évoluait de telle façon que ça devienne en effet plus avantageux pour eux. En fait, tous ces gens se sont côtoyés, alliés, trahis, combattus, envoyés des émissaires ou des télégrammes, réconciliés et retrahis s'il le fallait pendant toute la durée de cette période. C'est ainsi, par exemple, que les pires adversaires des forces progressistes jusqu'en 1927, comme Liu Zhenhua, notoirement, regagneront pour la plupart d'entre eux le giron du Kuomintang, donc le parti des héritiers de Sun Yat-sen, une fois que celui-ci aura incontestablement pris le dessus et sera devenu en fait le gouvernement de la Chine. Quitte à expliquer que leur alliance avec des adversaires aussi acharnés de la Révolution que Wu Peifu, le seigneur de la guerre qui a dominé les militaristes du Zheli de Chine du Nord pendant une bonne partie des années 20, ou Zhang Zuolin, le satrape qui régnait sur la Mandchourie, que cette alliance, donc, c'était l'effet de l'égarement ou simplement qu'ils ne pouvaient pas faire autrement s'ils voulaient préserver leurs forces, mais qu'ils avaient toujours conservé par devers eux leurs convictions révolutionnaires et simplement qu'ils attendaient leur moment. Et encore une fois, de tels retournements, que l'on justifie soit par de nobles sentiments envers ses nouveaux alliés, soit par la nécessité de se préserver pour l'avenir envers ses anciens alliés, ces retournements sont monnaie courante pendant la première moitié des années 1920. À la fin de 1921, par exemple, Hu Jingyi, qui dans sa jeunesse avait été considéré comme une sorte d'enfant prodige du mouvement révolutionnaire, et qui était devenu par la suite un général talentueux et un des piliers de l'armée de pacification nationale, Hu Jingyi lâche Yu Yozhen, son mentor politique, car il considère que la cause de la Tingotun est désormais perdue. Et il va rejoindre le nouveau gouverneur militaire du Shanxi, c'est-à-dire Feng Yuxiang, lequel vient de chasser Chen Shufan et de prendre le pouvoir à Xi'an au nom de la clique du Zheli. Mais il essaye de s'expliquer. Yu Yozhen refuse de le voir, malgré ses supplications, une fois que la rupture est consommée, et d'après au moins un témoignage, Hu Jingyi en aurait été littéralement dévasté. Mais à d'autres de ses anciens compagnons d'armes, il essaye de faire savoir qu'en acceptant d'être incorporé dans les forces de Feng Yuxiang, qui à ce moment peuvent être considérées comme faisant partie des forces armées légitimes du gouvernement chinois, ce qui garantit certaines ressources, en acceptant cela, donc, il a cherché à préserver ses forces pour l'avenir. Que c'était, et là la distinction est intéressante, c'était s'appuyer sur autrui, et non pas se soumettre à autrui. Donc il dit, ce que je suis en train de faire, c'est je m'appuie sur quelqu'un en faisant semblant de le regagner, de le rejoindre, et ne croyez surtout pas que je suis en train de me soumettre, de me soumettre à lui. Et même si Sun Yat-sen lui adresse à ce moment-là une lettre très sévère, paraît-il, enfin dit certains témoignages, il continuera jusqu'au bout à être considéré, il est mort
pas très longtemps après, en 1925, à être considéré comme un authentique progressiste et comme une sorte de membre d'honneur du Kuomintang. Si je m'attarde un peu sur tout ceci, c'est pour souligner à quel point les alignements politiques sont fluctuants dans ce milieu et à quel point les fraternités anciennes continuent de jouer, ou au moins d'être invoquées quand on en a besoin. C'est qu'en effet, tous ces gens qui ont en partage le même passé et la même jeunesse révolutionnaire ne cessent pratiquement jamais de communiquer, d'essayer de se justifier ou d'essayer de se convaincre mutuellement, que ce soit par émissaires interposés ou même directement, fût-ce de façon discrète, ou même par téléphone, car on apprend avec surprise, pour ne donner qu'un exemple, que si en 1918 le Shanxi n'avait qu'un tout petit kilométrage de route carrossable, décrite par les voyageurs comme des fondrières, et pas un seul kilomètre de voie ferrée, en revanche, on pouvait se téléphoner d'une rive à l'autre de la Wei, même si en même temps on se tirait dessus. Et je ne parle pas du télégraphe qui, à cette époque, semble avoir permis de communiquer d'à peu près partout en Chine. Dans tous les cas, c'est là que les témoignages, le plus souvent de première main, accumulés dans les Wenshizhuliao, sont réellement précieux et même uniques. Rien que sur la base de mes lectures dans cette collection, qui ne sont pourtant pas exhaustives, je pourrais vous citer des anecdotes à l'infini. Cela nous prendrait évidemment beaucoup trop de temps, mais je voudrais quand même mentionner au moins un ouvrage qui m'a particulièrement frappé, car à sa manière, il donne une sorte de cohérence à l'histoire politique et militaire de toute l'époque, en particulier celle de la région qui nous concerne. Et il éclaire les comportements d'une quantité de personnages. Il s'agit des souvenirs d'un général nommé Zhang Feng, qui est né en 1886 et mort en 1966, et ses souvenirs se présentent en fait comme une collection de textes d'une grande liberté de ton, beaucoup plus en fait que ce qu'on trouve en général dans les Wenshizhuliao, et non dénué d'humour à l'occasion, un ouvrage donc publié à Pékin en 1986, apparemment pour le centenaire de sa naissance, sous le titre Feng Yu Man Man Se Shenyan, qu'on peut traduire à peu près par 40 années de bourrasque, quelque chose comme ça. Donc, Feng Yu, c'est-à-dire le vent et la pluie, la bourrasque, Man Man, Man Man, c'est-à-dire il y en a partout, hein, la même chose, et Ce Shenyan, 40 années. Feng Yu Man Man Se Shenyan. Et il s'agit bien sûr des 40 années de la République, et de fait l'ouvrage réunit 29 essais rédigés par Zhang Feng pour la collection des Wenshizhuliao, consacrée, comme je l'ai dit, à cette période. Passé comme tant d'autres militaires de l'époque par l'école militaire de Baoding, c'est là qu'il a adhéré à la Ligue jurée dès 1908, et Zhang Feng se présente lui-même dans ses écrits comme un fidèle partisan du Kuomintang pendant toute la durée de sa carrière, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il rallie le régime populaire en 1950, exerçant en outre une assez grande influence à cause des innombrables relations qu'il a dans les milieux révolutionnaires ou ex-révolutionnaires. Il est originaire du Henan, et c'est sur le Henan en fait qu'il y a le plus de choses dans l'ouvrage, mais il a servi de longues années au Shanxi, où il a été aussi l'un des chefs de l'armée de pacification nationale, la Tingotun, et un des principaux lieutenants de Yu Yozhen. Yu Yozhen avec qui il est par ailleurs toujours resté en relation, nous dit-il, et qui était pour lui une sorte de modèle en politique. Depuis son adhésion à la Ligue jurée, l'ambition de Zhang Feng était de créer une alliance révolutionnaire entre les provinces du Shanxi et du Henan. Et il n'a cessé d'y revenir en essayant d'intervenir dans tous les conflits, en allant voir les uns et les autres, ou en leur écrivant, par exemple. En 1926, il écrit à Liu Zhenhua, avec qui il avait été étroitement associé au Henan dès avant 1911, pour essayer de le convaincre de lever le siège de Xi'an, de se réconcilier avec ses adversaires et de restaurer l'alliance entre le Henan et le Shanxi. Ou encore,
en recevant chez lui de nombreuses visites après qu'il s'est momentanément retiré de l'armée en 1927 au terme d'une carrière déjà passablement mouvementée. Et l'on peut voir qu'en effet, il connaissait tout le monde, et parfois de très près, tous les personnages que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, et beaucoup d'autres encore. Au début de 1927, lorsque Yu Youzhen et Feng Yuxiang se retrouvent au pouvoir à Xi'an, j'y reviendrai tout à l'heure, ils appellent Zhang Fang auprès d'eux comme conseiller. Ils les connaissaient l'un et l'autre depuis longtemps. Et son témoignage sur cet épisode est particulièrement précieux, puisque, en effet, il les voyait presque quotidiennement pendant ces quelques mois. Quoi qu'il en soit, et pour y revenir, l'épisode de la Tingotun, dont Zhang Fang a été un protagoniste important, mérite qu'on y insiste, et pour toutes sortes de raisons. C'est pour ça que j'en ai encore parlé. D'abord, la dissidence de la rive gauche de la Wei a concentré l'attention nationale sur la région. Après tout, il s'agissait d'un affrontement entre des forces se réclamant de Sun Yat-sen d'un côté et les représentants locaux du gouvernement de Pékin, dominé à cette époque par le général Duan Zhijue, de l'autre. À tel point que le gouvernement de Pékin a cru nécessaire de mobiliser les seigneurs de la guerre de plusieurs provinces, 8 au total, pour aller combattre les forces, ou envoyer en tout cas des troupes, combattre les forces fédérées par Yu Youzhen. Et au même moment, du reste, le conflit entre Yu Youzhen et ses adversaires de Xi'an s'est révélé une fameuse pomme de discorde pendant les pourparlers organisés à Shanghai en 1919, sous l'égide du nouveau président de la République, Xu Shechang, et aussi d'ailleurs sous la pression des puissances étrangères, qui en avaient un peu assez, dans l'espoir de réconcilier les gouvernements rivaux du nord et du sud, donc Sun Yat-sen au sud et les seigneurs de la guerre au nord. Si bien qu'il a été impossible de trouver une solution politique aux affrontements qui se déroulaient au Shanxi. On a donc là un exemple de ce dont je parlais, c'est-à-dire de la façon dont les développements politico-militaires nationaux retentissaient sur les événements se déroulant dans le cadre étroit et de plus relativement excentré par rapport au reste du pays de la plaine du Guanzhong et vice-versa. Ensuite, et plus important pour nous, le régime dissident, dirigé avec plus ou moins d'autorité et d'efficacité par Yu Youzhen, a créé dans la région une tradition d'administration, si l'on peut dire, révolutionnaire, entre guillemets, tirant son inspiration des doctrines de Sun Yat-sen. En 1920 et 1921 en particulier, Yu Youzhen a tenté de mettre sur pied des institutions démocratiques, au moins dans les districts autour de Sanyuan, qu'il contrôlait à peu près. Il a créé quelques écoles progressistes, il a même essayé de moderniser les coutumes des paysans locaux, et l'on mentionne la collaboration enthousiaste dont j'avais parlé, d'étudiants progressistes venus des grandes villes de Chine à un moment où le mouvement du 4 mai 1919 était en plein essor. Et puis, il y aurait eu la mise en place du bureau d'ingénierie hydraulique du Weibei, à Sanyuan toujours, et l'appel de Yu Youzhen à Li Yizhe pour qu'il revienne au Shanxi et réalise son projet de reconstruction du site. C'est du moins ce qu'affirment la plupart des sources publiées en Chine populaire, qui tentent de la sorte de placer le démarrage du projet du Weibei sous l'autorité de Li Yizhe dans un contexte progressiste. Mais j'ai montré l'année dernière que de toute évidence cette affaire se place en 1922, à un moment où le général Hu Jingyi s'était déjà retourné contre Yu Youzhen et l'avait de facto expulsé de Sanyuan et avait formellement dissous l'armée de pacification nationale. Et que c'est non pas Yu Youzhen, mais Hu Jingyi et le gouverneur Liu Zhenhua qui ont finalement convaincu Li Yizhe de revenir au Shanxi. Quoi qu'il en soit, il y a encore une troisième raison importante pour parler de l'épisode de la Tingotun, et cette raison c'est que, de l'avis de plusieurs de ces anciens officiers, s'exprimant donc dans les Wenshizhiao quelques 40 ans plus tard, c'est l'indiscipline de cette armée supposément progressiste, sa fragmentation en plusieurs divisions commandées par des chefs jaloux de leur indépendance et dont beaucoup n'avaient aucune conscience politique, la façon dont les troupes vivaient sur le pays et accaparaient toutes les ressources alors que la zone contrôlée par la Tingotun était en état de blocus, sans parler de la famine de 1920 et 1921. C'est donc tout cela qui serait à l'origine du militarisme local dont la région a terriblement souffert pendant une grande partie de la décennie 1920 et qui a été catastrophique pour les populations. En quelque sorte, l'armée de pacification nationale aurait été une pépinière de petits seigneurs de la guerre, défendant chacun son fief, ne répondant plus à aucune autorité et mettant le pays en coupe réglée. J'avais rappelé il y a 8 jours
qu'au tournant de 1924 et 1925, après les 2 années relativement calmes pendant lesquelles Li Jie avait pu mettre au point ses projets pour le Weiwei et y intéresser la CIFRC, après ce tournant donc, après ces 2 années donc, les choses s'étaient à nouveau sérieusement gâtées en raison de ce qu'on appelle la deuxième guerre entre les cliques du Zheli et du Fengtian, c'est-à-dire les 2 grandes coalitions militaristes en Chine du Nord et dans le centre de la Chine, guerre à laquelle les chefs militaires du Shanxi, c'est-à-dire Liu Zhenhua, Hu Tingyi et leurs subordonnés, se sont retrouvés mêlés. Je vous passe les détails qui n'ont pas une grande importance ici, et de toute façon c'est extrêmement compliqué. Mais là encore, les souvenirs de certains participants dans les Wenshuzuyao permettent d'y voir un peu plus clair. Simplement, le résultat net est qu'en 1925, Liu Zhenhua, ayant vu ses forces anéanties par celles de Hu Tingyi dans l'ouest du Henan, et ayant été obligé d'aller se mettre au vert pour quelque temps, il n'y a plus vraiment d'autorité au Shanxi. Et pour revenir à notre thème conducteur, il est de ce fait tout à fait exclu d'essayer de mobiliser les ressources locales, avec l'appui des autorités légales de la province qui serait nécessaire, pour relancer le projet du Weiwei et pour encourager les étrangers à coopérer, comme Li Jie semble avoir encore eu l'espoir de le faire à la fin de 1924. Voici, pour vous donner une idée de la situation confuse au milieu de 1925, voici un extrait d'un document auquel j'avais rapidement fait allusion l'an passé, mais sans le citer, et qui, pour le coup, n'a rien à voir avec les souvenirs des anciens de la période consignés dans les Wenshuzuyao. Mais c'est un document qui nous ramène à certains aspects de notre sujet, puisqu'il s'agit d'une lettre confidentielle de l'ingénieur Todd, donc le chef du bureau d'ingénierie de la CIFRC, une lettre datée de mai 1925 et adressée à un attaché militaire américain, un des attachés militaires américains à Pékin. Et j'ai retrouvé une copie carbone de cette lettre dans les archives de Todd. Todd voyageait alors dans le centre de la Chine et, comme toujours pendant ses déplacements à travers le pays, qui étaient extrêmement nombreux, il communiquait à son ambassade les observations qu'il avait pu faire sur le terrain. Mais là, ce ne sont pas ses propres observations, ce sont celles d'un ami chinois, dont il prend soin de ne pas révéler le nom, qu'il a rencontré par hasard dans le train, en se rendant à Hankou, et dont il dit que c'est quelqu'un de particulièrement au courant de la situation au Shanxi et dans l'ouest du Henan, dont il revient juste. Donc la lettre reproduit les informations livrées par ce Chinois mystérieux. Et cette lettre de Todd à son ambassade est intéressante, soit dit en passant, parce qu'elle illustre bien la façon dont les étrangers de Chine, les diplomates, les journalistes, etc., étaient à l'affût de toute information ou même de toute rumeur susceptible de les aider à s'y retrouver au jour le jour dans l'invraisemblable confusion qui régnait alors dans de vastes régions du pays. On trouve par exemple dans le Times de Londres des correspondances de Chine datant exactement du même moment, à quelques jours près que la lettre de Todd, mais qui sont nettement moins précises que cette lettre en ce qui concerne la situation sur le terrain. Voici en effet, pour citer des extraits, ce qu'écrit Todd sur la foi donc des observations communiquées par son informateur chinois. Et j'ai un peu changé les noms, enfin pour les moderniser pour que ce soit plus facile à suivre. Liu Zhenhua, comme vous savez, a été destitué comme gouverneur militaire à Xi'an, et son successeur est le général Wu, qui contrôlait le sud du Shanxi depuis 2 ou 3 ans. En fait, depuis 1921, ce général Wu, nommé Wu Xintian, peu importe, un personnage important, était un seigneur de la guerre envoyé là, donc dans le sud, pour expulser l'ex-gouverneur militaire Chen Shufan, dont j'ai parlé, dont c'était la région natale, et qui s'y était réfugié après en avoir été lui-même chassé de Xi'an par Feng Yuxiang. Ceci, c'était donc en 21. Et là, nous sommes en 1925. Bon, je continue. Wu a 2 divisions totalisant environ 30 000 hommes dans les environs de Xi'an. Il contrôle à peu près jusqu'à mi-chemin de Tongguan. Et Tongguan, c'est la ville qui se trouve là et qui commande en fait l'accès au Shanxi depuis aussi bien le Shanxi que le Henan. Et donc ce que dit ce correspondant, c'est que ce gouverneur, ce nouveau gouverneur à Xi'an contrôle la route à peu près jusque là. À mi-chemin de Tongguan. L'autre moitié de la route est apparemment entre les mains de l'ancienne armée de Hu Tingyi, ancienne parce que Hu Tingyi est mort de maladie quelques semaines plus tôt, l'ancienne armée de Hu Tingyi qui est contrôlée depuis Luoyang et Kaifeng, donc les 2 grandes villes du Henan. Au nord de la rivière Wei au Shanxi, donc la région du Weiwei,
c'est le général Tien qui règne, avec 20 000 hommes, son quartier général étant à Weinan, sur la rivière Wei, et non plus à San Yuan, comme il y a un an, lorsque j'étais allé le voir. Weinan se trouve à peu près là. Et San Yuan, donc ici. Et ce général Tien, j'ai pas réussi à l'identifier pour le moment de façon absolument sûre. Même si j'ai sa photo. Que je vous avais montré d'ailleurs. Et ce général Tien était un vassal de Routigny, et il contrôlait en effet le périmètre du Weibei, et il était même président du comité du bureau d'ingénierie hydraulique de San Yuan, et c'est pour ça que j'ai sa photo. Routigny étant président d'honneur. À l'époque où Todd, à l'invitation de Li Jie, était venu visiter le site en avril 1924 et avait essayé de convaincre le général Tien de participer financièrement au projet. Donc c'est à ça qu'il fait allusion dans cette lettre. Bon, là je saute quelques phrases et je continue. Liu Zhenhua est à présent un réfugié, il n'a pas de poste et il vit à Taiyuan, qui est la capitale du Shanxi, où il s'était réfugié auprès du seigneur de la guerre local, le fameux Yan Xishan. Il semble que l'opinion locale dans le sud et le centre du Shanxi ait réclamé sa destitution parce que la population et les marchands ne voulaient pas le voir ramener dans la province l'armée de 20 ou 30 000 hommes qu'il avait emmenés pour aller combattre Routigny l'automne ou l'hiver dernier, en fait en février 1925. À l'époque, il se saisissait de tous les fonds à portée de sa main pour financer son armée et il passait vraiment au peigne fin un pays déjà fort mal en point. Le nouveau gouverneur militaire va probablement recruter plus de soldats pour porter son effectif actuel à 30 ou 40 000 hommes, afin de mieux contrebalancer le général Tien avec ses 20 000 soldats. Donc tout ça, c'est ce Chinois qui connaît bien la région, qui ramène ces informations et qui les donne à Todd quand il le rencontre dans un train en mai 1925. Et c'est donc le tableau d'ensemble. Des généraux à la tête d'armées importantes qui se font la guerre ou se regardent en chien de faïence, comme dans la vallée de la Wei au Shanxi, Wu Xintien d'un côté et le général Tien de l'autre, et qui sont prêts à réquisitionner tout ce qui leur tombe sous la main, hommes et fonds, pour renforcer leurs effectifs. Superviser une administration locale ordonnée, sans même parler de développement économique, est le cadet de leurs soucis. En outre, même à l'intérieur des zones qu'ils sont supposés contrôler, ils ne sont pas capables d'exercer une très grande autorité, comme le suggère encore cette notation, un peu plus loin dans la même lettre. Je cite, « Quelqu'un qui circule de Xi'an à Tongguan, à présent, est obligé de passer par des postes militaires placés sous 11 commandements différents, plus ou moins indépendants les uns des autres.